Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour en cette fin de semaine, en cette fin de mois de février pour continuer la review de la saison 2025. On a fait la FC Sud lors du premier épisode. Nous voici donc dans l'autre conférence du côté de la NFC pour parler de la meilleure franchise de France, à savoir les Saints de la Nouvelle-Orléans, mais aussi des trois équipes qui servent de faire valoir dans cette division à côté donc de ces géniaux qui ont, rappelons-le, il faut bien le rappeler, commencé la saison avec un certain Rachid Shahid dans leur rang. Voilà, comme ça, Rachid Shahid est casé dès le début du podcast. C'est la mission maintenant de caser Rachid Shahid une fois par podcast. C'est déjà fait. Vous ne serez pas déçus. Et si Rachid écoute ce podcast, il a le droit de venir avec nous en interview. Ça nous fera très plaisir. Non, je ne vais pas te donner la parole tout de suite parce que je vais présenter, comme d'habitude, Monseb en premier. Salut Monseb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Le Sud, volume 2. Effectivement, on va parler d'une franchise qui t'est chère, mais alors devine quoi, on va évacuer le sujet assez vite, parce qu'on va en parler en premier à cause du classement. Voilà, on va tout de suite commencer par les sujets qui fâchent. Et puis ensuite, ça nous on laissera parlera plus de temps des pour eux, au trois moins. autres. Voilà, on parlera des trois autres clubs qui comment dire, ça a été spécial cette division quand même, cette saison. C'était particulier. Faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de la NFC Sud. Ça devient urgent là. Ça devient urgent. Mon Yaya, tu voulais dire quelque chose, tout écoutons. Rachid Shahid. The Wake qui est déjà en train de danser et tout. Voilà, tout à fait. Non. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Écoute, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc voilà, un bonjour à tous nos auditeurs. Mon Vince, comment ça va ? Oui, parce que Vince est avec nous en fin de semaine. Et ça, c'est beau. Et oui, je suis là aujourd'hui pour vous, exprès pour vous. Bonjour, bonsoir, bon à tous et à toutes. Je vais arriver à parler, je ne sais pas. L'histoire le dira. Tu sais que tu as fait le podcast AFC Sud sans te planter dans une seule. Dans un Mais seul... oui, il a prononcé aucun nom. Oui. Il y a eu un Lam Cohen. J'ai même pas parlé de Tillman d'ailleurs, tiens, au golf. C'est fou ça. Tu veux qu'on réenregistre l'AFC Sud ? Ah oui, je pense qu'il va falloir. Non, mais c'est lancé pourtant. Cette fameuse NFC South, seule division qui n'a pas connu d'équipe positive, seule division avec 4 équipes dont le goal average est négatif en fin de saison, alors qu'ils se jouent tous entre eux 2 fois dans la saison. C'est fou. Ils nous surprendront toujours. Bravo. Ça s'appelle du talent, mais ça... Ah oui, oui, à ce niveau-là, oui. Enfin, il est dans les talons. Comme Achille. Le fameux Achille talon ou le talon d'Achille, c'est comme vous voulez, vous prenez ça comme vous préférez. On commence comme d'habitude par la dernière équipe et non des moindres, à savoir les Saints de la Nouvelle-Orléans, 6 victoires, 11 défaites. Je rappelle à tous nos auditeurs le principe de cette review 2025. On va donner chacun des notes sur les attentes, par rapport aux attentes qu'on avait, avec évidemment des arguments derrière qui justifient cette note. Donc Seb, Yaya et Vince vont chacun donner leur note. Alors Vince, il va donner une note au début qui va changer ensuite pour se mettre d'accord avec ses congénères, mais les autres ont un peu plus de force de persuasion. Donc voilà, c'est juste pour rappeler le concept. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, donc 6 victoires, 11 défaites. Mon Seb, quelle note pour ces Saints ? 10 sur 10 évidemment. Alors non, on va peut-être pas exagérer non plus, mais je mets un bon 6 sur 10. Je mets un bon 6 sur 10 parce que on a l'impression que voilà, il y a enfin quelque chose qui se construit du côté de la Nouvelle-Orléans. Ils ont eu 10 premières semaines très difficiles, 2-8 avec un 44-10 encaissé contre Seattle qui a dû faire mal à la tête, et ça s'est amélioré après leur bye week. Ils passent à 4 victoires, 3 défaites, 4 victoires de suite avant un faux pas final face à Atlanta. Est-ce que les Saints peuvent capitaliser sur cette plutôt bonne fin de saison ? Je pose la question. Tyler Shaw a été une agréable surprise. Alors tout de même, ce que je reproche aux Saints, c'est d'avoir peut-être pris un petit peu trop de temps avant de le titulariser, parce qu'ils sont accrochés à Spencer Rattler pendant un certain nombre de matchs. Mais Shaw termine avec 2384 yards, 10 touchdowns, 6 interceptions en 11 matchs, dont 9 en tant que titulaire.
il y a très forte chance pour qu'au début des camps, il soit Obi-Wan devant Rattler, si Rattler est encore là à ce moment-là. Il va avoir besoin d'aide quand même. Tyler Shaw, il a un corps de receveur qui est assez sympathique avec Chris Olave et le Titan Juwan Johnson, mais au sol, ça pêche un peu, d'autant que Alvin Kamara prend de l'âge quand même. Ce brave Alvin n'a plus 20 ans et on sent que ses performances là sont sur la baisse. Pour la petite histoire, on a quand même une paire assez curieuse à la Nouvelle-Orléans avec le plus jeune head coach de la ligue et le plus vieux quarterback rookie de la ligue. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé par le passé. Donc voilà, moi je reste sur mon 6 sur 10. Le quarterback rookie qui est plus vieux que Kellen Moore. Non, même pas. Non, quand même pas. Mais voilà, il a l'air de se passer, ça a l'air de bouger un peu, mais attention, je pense que pour qu'ils retrouvent le sommet de leur division, alors plus encore de la NFL, la route est encore longue et la marche est haute. Il y a encore du chemin, mon yaya. Moi, j'ai mis un 3. Mais quel scandale. Eh ben, on t'écoute pas. Vince. Non, mais il n'a pas compris que c'était par rapport. Il a pas compris que c'était par rapport à l'attente en début de saison. C'est pas mais possible. comment tu peux mettre 3 aux Saints par rapport à leur. Non, mais... Alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi. C'est juste qu'ils ont payé le first pick. C'est juste à cause de leur supporter numéro 1 qui nous casse les bonbons semaine après semaine avec les Saints. Et voilà, c'était tout. Voilà, c'est juste pour ça. Non, parce que là, c'est ce que tu viens de dire quand on va faire la NFC Est. Oh là là. Mais de toute façon, oui, déjà, j'ai hâte de voir la note que tu vas mettre aux Giants, parce que s'il met plus que 3, je comprends pas. 11 je comprends pas. On aura 11. Voilà. Attends, ils ont un quarterback et un running back qui connaissent les crayons de couleur par le goût. Ça vaut bien 11 sur 10, ça. Et ils sont persuadés qu'avec ça, ils sont repartis pour 15 ans. Attends. Donc, ils seront Super Bowl dans meilleure équipe du monde. Voilà, c'est ça. Mais bon, bref. Le fan numéro 1 qui te bassine avec les Saints toutes les semaines, comme tu dis, tu compteras le nombre de fois où on a parlé des Saints cette saison, hein, quand même. Encore heureux. Il doit être proche de 0. Hein. Je veux pas dire. Mais encore heureux. Non, d'ailleurs, si vous voulez entendre parler des plaisanterie. Juste une dernière chose très sérieuse. Écoutez le French Quarter Podcast, qui est un podcast 100% sur les Saints. Je sais qu'ils nous écoutent aussi régulièrement, donc on salue les équipes du French Quarter Podcast des New Orleans Saints. Vous trouverez ça très facilement sur les plateformes d'écoute. Oui, mon yaya, je t'écoute. C'est-à-dire qu'au final, même si c'est par rapport aux attentes, effectivement, on n'attendait pas grand-chose, mais il y a eu des choses. J'ai toujours du mal avec les équipes qui gagnent des victoires en fin de saison avec un changement de quarterback. Est-ce que c'est pérenne ou pas? En fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu pour les Saints. J'ai peur que Tyler Shaw a réussi à insuffler une dynamique, mais l'équipe il y avait déjà quelque chose. L'avantage, c'est qu'il a Chris Olave qui est toujours là. Inconvénient, ça a été dit par Seb, Alvin Kamara, lui, le problème... Tu pouvais l'appeler Kamara. Hein, oui, mais je le dis à l'américaine. Il vieillit et il faudrait peut-être trouver une solution au poste de running back. Mais après, c'est une équipe qui se reconstruit petit à petit. Il y a des non, mais blague mise à part, il y a 2-3 choses qui sont vraiment très intéressantes. J'attends de voir Tyler Shaw sur toute une saison. On va voir s'il va être capable de tenir une dynamique dès le début de saison, en fait, de lancer une dynamique et de créer quelque chose. Malgré tout, c'est une équipe quand même qui a un mélange, un savant, qui a pas mal de vieilles pièces et des jeunes, et pour l'instant ils sont encore entre les deux, donc il va falloir que leurs jeunes s'aguerrissent et puissent faire quelque chose. C'est vrai que en fait ils sont plus aux alentours du 4-5 que du 3, mais c'était vraiment pour provoquer. Oui, juste pour répondre à ton affirmation sur les victoires de fin de saison, et après je laisse Vince parler, le truc, je suis assez d'accord avec toi,
les victoires de fin de saison peuvent être lues de deux façons. Soit j'ai appelé ça la Carolina Panthers de 2024, à savoir vraiment une dynamique encourageante pour la saison prochaine, ce qu'on a vu qui était le cas pour cette année des Panthers. Soit à l'inverse, c'est des victoires qui sont prises contre des équipes qui ont plus grand chose à jouer, etc. et qui peuvent être un petit peu, ça peut être un bilan qui est lu de deux manières. Là, pour le coup, pour les victoires des Saints en fin de saison, c'est les Panthers, c'est les Buccaneers, c'est les Panthers. Alors il y a aussi les Titans et les Jets, mais il y a au moins 3 victoires contre des équipes qui étaient en course pour les playoffs, donc qui jouaient encore quelque chose. Reste que, je finis mon explication, c'était des adversaires de division, et c'est toujours un petit peu particulier. Oui, mais il y a aussi une chose, c'est que en fin de saison, il n'y a pas la pression. Tu sais que ta saison, elle est foutue. Je suis pas sûr qu'ils avaient de la pression en début de saison non plus. Peut-être. Ils savaient que de toute façon, c'était foutu dès le début de saison. Ouais, donc et puis en fait, tu mets un quarterback où en fait, il y a zéro pression. Là, il va être attendu. Et ça peut faire une vraie différence. On va voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et voilà. Après, malgré tout, tu vois, ils auraient peut-être fallu un choix de draft un peu plus haut, avec des victoires en moins, mais. Ouais, enfin là, ils ont un choix de 10. Hein. Ouais, mais. Ouais, voilà. Et puis pour ce qu'ils sont partis pour prendre, d'après ce que j'ai compris, on se dirige vers un running back. Ça suffira largement parce qu'ils auront le premier running back de la draft. Hein, donc, remplacer Alvin Kamara, comme on en a parlé. Hein. Voilà. Mon Vince. Eh bien, j'ai mis un 7 sur 10. Il y a de la vie dans cette franchise. Continuez ainsi. Voilà. Moi, j'aime bien. Je me suis lâché. Je vais envoyer les appréciations à chaque franchise. Je vais leur envoyer sur leurs réseaux sociaux. Mais je vous jure, mais moi, j'adore faire ça. Continuez vos efforts. Continuez vos efforts. Laissez des bavardages en espagnol, par contre. Bon, non, mais franchement, pour moi, le 7 sur 10, il est mérité. Qu'est-ce qu'on attendait de cette franchise en début, à part le first pick? Ils l'ont pas eu, d'accord, mais c'est pour montrer de nouvelles choses. J'aime beaucoup ce qu'ils ont pu mettre en place, la dynamique qu'ils ont eue, l'histoire de... En fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est que le first pick leur était promis. Tout le monde les voyait avec ce first pick. Et il y a eu une sorte de révolte de groupe en train de dire non mais attendez les gars, on ne vaut pas qu'un first pick, on est aussi des compétiteurs, on a envie d'aller gagner des matchs et on va vous le prouver. Et ça m'a plu. Vraiment, cette espèce de rébellion qu'il y a eu dans le groupe. Et j'ai l'impression que ça a un peu solidifié ce groupe, ce noyau, pour aller chercher des victoires et aller chercher des choses un peu au forceps. Et franchement, ça me plaît. Après, il va falloir le nuancer par rapport à ce qui va arriver l'année prochaine. Aller chercher un quarterback, pourquoi pas, un running back, c'est une bonne idée. Attention, Tyler Shock, on va voir ce que ça donne. On va voir quand il sera scouté, parce que là, il va être scouté. Il a des matchs. On va passer l'intersaison. On va voir comment ça va se passer. La ligne est somme toute assez bonne pour le moment. Elle permet de tenir un petit peu les matchs et de tenir un peu la pression. Il va falloir faire des petits compléments un peu à droite à gauche. L'équipe a besoin d'un peu de tout. J'ai l'impression, mais pas au point, par exemple, on en a parlé dans le podcast qui est sorti mercredi sur les Titans, où les Titans avaient besoin de tout, mais à de grandes quantités. Là, j'ai l'impression que c'est plus des petits appoints à droite à gauche dont ont besoin les Saints. Toi qui connais bien la franchise, Flav, au niveau du cap space, on est bien ou on n'est pas bien? On est mal, comme tous les ans. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une problématique. Et il va falloir c'est pas une problématique. On va faire des Voiders comme tout le temps. Oui, mais voilà, il va falloir voir avec ça. Mais bon, je suis content et je suis très curieux de la saison qui arrive des Saints. Ouais, mais du coup, tu vois, ils auraient besoin de free agent. Tu vois, parce que c'est une équipe qui n'a pas besoin forcément de jeunes, ils ont besoin d'expérience. Et tu vois, deux, trois papas, entre guillemets, qui encadrent, un peu comme notre ami Demario Davis, le meilleur plaqueur de cette saison. Après, en défense, des papas, ils en ont. Entre Demario, entre Cam Jordan, entre ça, il y a de quoi faire. Hein, Chase Young. Oui, voilà aussi. Mais... Alors, pour le cap, c'est moins catastrophique que ces dernières années.
pour les Saints. Il y a des années où, à cette période-là de l'année, ils avaient quasiment 30 millions en dessous du cap prévu, donc c'était catastrophique. Cette année, ils sont à 6 millions en dessous du cap prévu. Par exemple, dans une situation plus mauvaise, on a les Lions, on a les Bills, on a les Jaguars, on a les Cowboys, on a les Vikings, on a les Chiefs. Donc, c'est pas la catastrophe abyssale, mais il va falloir restructurer 2-3 contrats, quoi. Mais ça s'améliore, ça va sur la bonne pente. On a connu les Saints bien pire que ça, niveau cap space, sur ces dernières saisons. Les amis, on a fait le tour de la meilleure franchise, donc on peut mettre fin à ce podcast, puisque évidemment les autres n'ont pas grand intérêt. Donc voilà, je vous propose qu'on arrête là. Ce sera très très bien. Non, je rigole. Restez là, les fans des Falcons, non, il y en a pas, mais les fans des autres. On en connaît un. 2. On connaît un. 2. Ah oui. On connaît au moins 2. Bon, parlons des Falcons. Alors, 8 victoires, 9 défaites pour les Piu Piu. C'est une saison comment pour toi, mon Yaya? Tu t'as mis plus que les Saints Ah non, j'ai mis 2. C'est bien. Non, mais en fait, il y a un truc, j'en peux plus. Ils ont 3 skills players de très haut niveau et ils en font rien. Ils ont Bijan Robinson, qui est peut-être le meilleur running back de la saison. Pour faire quoi? Rien. Drake London, qui fait une bonne saison. Kyle Pitts, pareil. Et qu'est-ce que t'en fais? T'en fais rien. Et ils arrivent toujours, même avec une bonne équipe, à faire de la daube. Eh bien, moi, j'en ai ras-le-bol. Atlanta, c'est un cimetière aux éléphants. Ils font nawak. Tous les ans, ils font nawak. Ils prennent des coachs, c'est nawak. Donc là, c'est plus possible. Quand est-ce qu'ils vont passer un cap, qu'ils vont faire quelque chose, qu'ils vont faire des saisons correctes? Même quand ils ont des bons joueurs, ils arrivent à se prendre les pieds dans le tapis. Je ne sais même plus comment l'expliquer. J'en ai marre. C'est vraiment l'équipe où j'en ai ras-le-bol. Après, ils n'ont pas de bol. Penix se blesse et Kirk Cousins revient. Et voilà, le Big Mac, Penix, qui est pris au premier tour, alors que tu signes Kirk Cousins à prix d'or juste avant. Enfin, tu vois, c'est des choix incompréhensibles. Donc, du coup, tu vois, ils sont toujours dans cette veine-là. C'est eux, ils devraient être la force principale de cette division. Ils ne le sont pas. C'est incompréhensible. Avec les joueurs qu'ils ont, c'est incompréhensible. Il y a eu du mieux du côté de la défense, mais avec notamment Pierce. Mais voilà. Et puis même lui, il fait des conneries après en off-season. Donc allez hop, à dégager 2. Alors, attention, on va aller voir notre prof de sport préféré, Vince, qui va nous sortir son appréciation. J'ai mis 3. Presque réussi. Comme d'habitude. J'ai mis 3. Presque réussi, mais comme d'habitude, presque. Là, le pire, ce que vous voyez pas, il va falloir qu'on fasse les autres en live, c'est pas possible. Oui, j'ai mes notes. Il a sa note sur le côté et il lit son appréciation avec un air, mais vous le verriez, il est fier comme Artaban. Oui. Comme un Artaban, ouais. Comme un Artaban. Tu noteras que c'est le seul podcast que j'ai préparé. Hein. Et il sourit, il est tout content. On rappelle que c'est son idée, le conseil de classe, idée qu'il n'a pas compris lui-même, mais c'était son idée. Et ben, il est content. On voit qu'il a préparé ses appréciations. Alors, bon, comme il vient de le reconnaître, c'est le maximum qu'il ait préparé de la saison. Oui. C'est-à-dire que le maximum a consisté en une phrase pour 4 équipes. Oui. C'est assez peu. Si tu voulais une appréciation globale d'un conseil de classe privé à la rédaction, je dirais peut mieux faire. Mais bon, ça va dans le bon sens. Mais après, j'y vais au talent, mon Flav, tu le sais. C'est bien ça ce qui nous manque souvent, oui, effectivement. Non, bon, après, que dire sur les Falcons? C'est encore une année perdue. Yaya l'a bien dit. C'est des talents gâchés. C'est ça qui fait mal au cœur, de voir tous ces talents gâchés. On a l'impression qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y arriveront pas. J'espère. Ils sont dans une spirale infernale de la loose. Il faut, je sais pas ce qu'il faut démarrer. Les fans des Falcons avaient
avaient de l'espoir. J'espère qu'ils Non, écoutent mais ce podcast. c'est compliqué. J'ai rien contre cette équipe. Vraiment, je n'ai rien contre cette équipe. bah, sans- J'aimerais les voir performer. Ça me dérangerait vraiment Pour pas. Au moi. contraire, j'aimerais voir ces talents performer. Mais on ne leur donne rien qui va. Je ne sais pas si c'est du côté du coaching staff, si c'est du côté des dirigeants, si c'est le terrain qui est sur un champ vaudou, j'en sais rien. Mais il y a un sujet, il y a un problème. Il n'y a pas un axe où on se dit, tiens, pourquoi pas? Si, à la limite. Il y a eu très peu d'interceptions. Voilà, 4e. Ils sont voilà sur leur saison, ils sont 4e. Drake London, il a été blessé, mais quand il était là, Oui, voilà, il fait voilà. presque ses milliards. C'est vrai, c'est vrai. Drake London. Bijan Robinson, c'est un sacré joueur. Là, on parle des individualités. Tu sais très bien qu'une équipe, à un moment donné, si tu veux franchir un cap, il va falloir parler collectif et plan de jeu. Le plan de jeu n'était pas là. Il n'y avait rien du tout. Et comment tu vas mettre un plan de jeu pour l'année prochaine, déjà dès à présent? Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases? Tu te bases sur tes individualités. Ok. Mais c'est pas ça qui va faire un plan de jeu. Je sais pas. Il y a un gros changement. On sait qu'ils ont changé le coach. On va voir ce que ça va amener, ce que ça va donner. Je suis un peu curieux, même si je n'attends pas grand-chose de cette équipe. Tu vois, je suis plus curieux de voir les Saints, comment ils vont se dérouler l'année prochaine, que les Cards, très franchement. Les qui? Oui, je me suis trompé, les Falcons. J'ai dit les Cards. Non, c'est les Falcons. C'est un peu pareil. Oui, non, mais j'ai préparé ma phrase, c'est tout. Hein. Voilà, faut pas l'oublier. Quelle tristesse. Il avait fait un podcast sans faire d'erreur. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, ne demandez pas non plus trop, s'il vous plaît, mes chers amis. La semaine prochaine, on essaie une semaine sans faire d'erreur. 2 podcasts, du coup. Non, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'est triste. J'aurais bien voulu voir un peu mieux de leur part. Bon, Seb. J'ai mis un 4 sur 10. Pour t'es plus généreux. Et... Ouais, je me sentais généreux, écoute. C'est la bien, voilà, c'est la générosité. En termes de parcours, ils ont une série de défaites entre les semaines 7 et 11, dont 2 en overtime, qui, à mon avis, ont quand même bien ébranlé le fragile équilibre de leur début de saison. Et ils ont un beau sprint final, 4 victoires de suite, dont une sur les Rams. Mais ça va être trop peu, trop tard. Et ce qui est incroyable quand même dans leur parcours, c'est que ce club, ils réussissent dans la même saison à battre Buffalo et les Rams, mais aussi à se faire poutrer par Carolina et Miami. Et pour moi, ça, c'est incompréhensible. Et les Jets. Et effectivement, et les Jets, pour en rajouter un petit peu. Et je vais reprendre les reproches qu'ont fait mes collègues. Effectivement, il y a des très bons skills players, mais il y a un problème de plan de jeu et de collectif. Et puis, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on parle de Michael Penix Jr. 9 matchs joués seulement, à nouveau blessé. Moi, je pense qu'il y a pas mal de questions qui se posent autour de lui. Il y a des questions, et c'est le problème de cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Généralement, c'est un petit peu ça l'ennui. Les amis, on va passer, si vous le voulez bien, à la suite du classement, aux Buccaneers de Tampa Bay, 8 victoires, 9 défaites, eux aussi, puisqu'on rappelle que les 3 équipes, Falcons, Buccaneers et Panthers, partageaient le même bilan à la fin de la saison, donc 8 victoires et 9 défaites pour les Buccaneers. Mon Vince, ta note et ton appréciation? 3. Se repose trop sur ses lauriers, vite retour au travail, vite. Non, oui, j'ai regardé franchement, j'ai regardé ma note, c'est pour ça qu'il rigole, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de la saison des Bucks? Hyper décevante. On attendait bien mieux d'eux. Ils avaient dans leur roster quand même de gros faire-valoir. Ils sortaient d'une saison, somme toute, assez aboutie la saison précédente, ou en tout cas avec pas mal de confiance et de choses à améliorer. Ils n'ont pas du tout axé là-dessus. Ils sont partis dans des travers complets tout au long de la saison. Alors certes, on a eu des blessures, certes, on a eu des manques à certains postes, mais ça n'explique pas tout.
Pour moi, la plus grosse des défaillances en cette saison, ça reste le coaching staff qui n'a pas su amener cette équipe en playoff. Et ça, c'est un gros problème. Et le plus gros problème là-dedans, c'est que le coach est toujours en place. Bon, ça, c'est que mon avis. Je ne comprends pas trop. Peut-être qu'on arrivera à me l'expliquer, mais Wake, t'as une théorie, tu devrais l'appeler. Oui, d'accord, mais il va falloir beaucoup d'arguments. Je sais, on en a parlé à Wake Wave, mais pour moi, il faut des arguments un peu plus solides que ceux énoncés par Wake. 18e en attaque en termes de points, 20e en défense en termes de points encaissés. C'est moyen de partout. Il n'y a rien qui vraiment saute aux yeux, à part peut-être la défense au sol qui a été plutôt pas mauvaise, 5e en termes de yards encaissés dans la ligue. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Baker Mayfield, avec son fameux foot job dont on a parlé et débattu tout au long de la saison. C'est vrai que c'est lui. Mais oui, c'est lui. Mais bien sûr que c'est lui. A été au centre des débats pendant tout le début de la saison. Et puis, on a l'impression que ça s'est délité, que la saison lui glissait au travers des blessures aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, on a l'impression qu'ils sont pas allés au bout de leurs idées, de leur plan de jeu, et c'est dommageable parce qu'au final ils loupent les playoffs de peu. Mais quand on voit la saison qu'ils ont fait, est-ce que vraiment ils méritaient les playoffs? J'en suis pas convaincu. Baker Mayfield, il faut pas l'oublier quand même. Néanmoins, après 6 ou 7 journées, on le mettait comme potentiel MVP. Donc attention, la chute a été à la hauteur des espérances de début de saison. Oui, alors je vais juste intervenir 2 secondes. Effectivement, on a eu un délitement de Baker Mayfield. On a eu aussi, on parlait beaucoup des Mekhi Egbuka en début de saison. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu la perte de Mike Evans aussi qui a sans doute joué dans cette saison. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir, un petit peu comme on a parlé des Houston Texans la dernière fois, qui avaient mal commencé et qui se sont lancés ensuite. Là, on a l'impression pour les Buccaneers que, alors ça a toujours été plutôt poussif, même en début de saison quand ça gagnait, c'était jamais des victoires étincelantes, éclatantes, c'était souvent sur un field goal à la dernière seconde ou un peu à l'arraché. Mais c'est vrai qu'on a eu une fin de saison qui a été quand même très compliquée. Mon Seb, ta note? Je suis pas très loin de mes collègues. Moi, j'ai mis un 4 sur 10. Pourtant pas, on s'attendait quand même à beaucoup mieux, d'autant qu'ils étaient champions sortants et qu'ils semblaient avoir la main mise sur cette NFC Sud. Le début de saison a été particulièrement fond, 6-2 avant leur bye week. Mayfield en course pour le MVP à ce moment-là. Rappelez-vous, on en parlait très très sérieusement. Et ça va s'effondrer entre les semaines 10 et 18. 2 victoires et 7 défaites, notamment contre la Nouvelle-Orléans, Atlanta et Carolina. Et dans cet intervalle, des défaites contre des adversaires de division, eh bien ça ne pardonne pas. Il y a également une défaite 34-7 contre les Rams en novembre qui va faire très très mal puisque par la suite, Tampa ne gagnera que 2 matchs. Mayfield, il va se blesser à l'épaule qui ne lance pas en week 12, ça va le handicaper lourdement parce qu'il va tout de même jouer toute la saison. On sait très bien que c'est le type de joueur qui continue à jouer malgré la douleur, et attention, ça lui a déjà joué des tours à Cleveland lors de ses jeunes années. Grosse satisfaction pour le rookie Emeka Egbuka, 938 yards, pardon. C'est le meilleur receveur en yards du club cette saison malgré 4 matchs sur la touche. C'est pour ça que Tampa l'a drafté. C'est pour être la relève de score de receveur pourtant très relevé. Mais malgré tout, grosse déception pour ce club qu'on s'attendait à voir sortir en tête de division, soyons honnêtes, en début de saison. Oui, on l'attendait en lutte avec, on disait c'est Falcons ou Buccaneers, et puis finalement, ça a été ni l'un ni l'autre. Mon Yaya. J'ai mis un 4. Déjà parce qu'ils sont pas en playoff, donc forcément je leur donne pas la moyenne.
c'est une équipe qui sent la fin de cycle. En fait, c'est ça, moi, le plus gros problème. C'est qu'ils ont re-signé Baker Mayfield, mais ça sent la fin de cycle. Mike Evans, on ne sait pas Il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Soit il va voir ailleurs, soit il part à la retraite. Il y a des rumeurs de retraite de plus en plus. Ou il prolonge, mais c'est pareil. Il est de plus en plus souvent blessé. Chris Godwin a mis du temps à revenir parce qu'il était blessé. Egbuka, je suis d'accord, c'est la relève, mais on a vu que c'était compliqué parce que tout était compliqué. Malgré tout, il y a juste une chose, c'est qu'on a vu un jeu de course arriver avec Irving, qui fait quand même 588 yards, mais surtout sur la deuxième partie de saison. Et moi, surtout, c'est vraiment cette fin de cycle, la fin de cycle des Winfield et tout ça. Donc, j'ai un petit peu peur pour cette équipe. C'est pour ça que j'ai faisais partie des équipes qui appelaient au changement de coach. Justement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu profiter de cette fin de cycle que tu pointes pour changer de coach, pour changer de dimension? Alors, nous, on a cette vision-là. Peut-être qu'en interne, ils n'ont pas cette vision-là et ils se disent on fait une dernière danse avec ce groupe pour aller une dernière fois. Chercher un titre, c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de régénérer l'effectif, de repartir, qu'ils soient arrivés au bout de la course. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a gagné le Super Bowl il y a quelques années. Ils sont appuyés, ils sont allés au bout de ça. Ils ont rafistolé, ils ont mis des rustines, ils ont fait des choses pour continuer. Et c'est ça, moi, qui m'embête. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils s'entêtent par rapport à ça. J'ai peur que on continue là-dessus. Alors, une info juste. Une chose. Il y a un joueur qui s'appelle Yaya Diaby, donc voilà, donc forcément, je ne pouvais pas mettre moins que 4. D'accord. Il y a une info qui est sortie sur les réseaux, qui dit que Mike Evans va rejouer en 2026. Donc il ne prendra pas sa retraite. Ses agents ont confirmé qu'il continuerait à jouer en 2026. Maintenant, il a aussi dit qu'ils exploreraient toutes les options possibles pendant la free agency. Donc pas sûr que ce soit avec les Buccaneers qu'il continue à jouer lors de la saison prochaine. Ça, nous le verrons très très prochainement. À noter que Mike Evans était sur une sacrée série de saisons à plus de milliards, qui forcément, avec ses blessures, a été arrêté cette année. Qui a été interrompu, effectivement. Les amis, on passe aux Panthers de Carolina pour conclure cette review de la NFC Sud. 8 victoires, 9 défaites, là aussi pour les Panthers, mais eux, une qualification par le titre de division. Les Panthers qui sont donc devenus les nouveaux champions de la NFC Sud, mon Seb. Oui, alors c'est toujours compliqué quand même quand tu es un champion avec une fiche négative, donc champion forcément qualifié pour les playoffs, ça va sans dire, c'est une la palissade. Alors, j'ai malgré tout mis un 8 sur 10 puisque il y a une progression qui est réelle par rapport à la saison précédente et encore par rapport à la saison qui l'a précédée auparavant. Les résultats sont en dents de scie. Il y a des défaites dans la division, dont 2 contre la Nouvelle-Orléans, qui les ont vraiment empêchés de se détacher de leurs concurrents. Ils doivent leur titre quand même en partie à une défaillance, à la défaillance de Tampa Bay, du champion en titre en milieu de saison, et au jeu des victoires et défaites au sein de la division parmi leurs concurrents. Malgré tout, il faut garder à l'esprit que c'est la 8e saison de suite avec un bilan négatif pour ce club, donc moi, ça m'empêche d'évaluer vraiment sa valeur réelle. Le vrai point de satisfaction pour eux, à mon avis, c'est Tetairoa Macmillan, Offensive Rookie of the Year, 70 réceptions, 1014 yards. Mention spéciale aussi au defensive back Michael Jackson avec 19 passes défendues cette année. C'est le recordman de la saison.
malgré tout, sur leur parcours, il y a aussi des victoires marquantes contre Green Bay et contre les Rams. Donc, ça vient pas de nulle part. Quid de Bryce Young? Est-ce que vraiment il est devenu un franchise quarterback ou est-ce qu'on le voit un petit peu trop beau? Pour moi, il y a encore beaucoup de points d'interrogation autour de cette équipe. Donc 8 sur 10, oui, pour le classement, pour l'effort. Attention quand même, moi j'ai peur que la confirmation soit un petit peu compliquée. Moi j'ai mis un 6. Je suis un petit peu plus dur que Seb. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose, mais pas aller jusqu'en playoff, mais faire une saison à 6-7. Enfin, 7 victoires, grand maximum. Ils en glanent une autre qui font qu'ils sont champions. C'est une équipe qui est en pleine construction. J'ai l'impression que la campagne de playoff, c'est juste pour dire comme un encouragement par rapport à ce qu'ils font. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans les bas-fonds. Ils arrivent sur le projet Bryce Young à capitaliser là-dessus. Moi, j'ai un vrai souci sur les receveurs. Derrière Macmillan, mais c'est super loin. En dessous, il n'y en a même pas un autre receveur à 400 yards. Non, mais tu as un receveur rookie à 1000 yards et derrière, ça tombe. Alors, ça s'explique parce que Bryce Young a 3000 yards, 3011 yards sur la saison. Ça fait un peu l'edge quand même. Donc, ils ont également, avec Rico Odell, 1076 yards au sol. dont peut-être il en a fait, je vais pas dire la moitié, mais allez, on va dire un bon tiers sur 3 semaines dans un run de folie qu'il a eu quand il a joué contre les Cowboys, quand il a joué, c'était aux alentours, alors j'ai plus les semaines, mais ça devait être 4, 5, 6. Et en fait, c'est une équipe qui en fait est, alors le terme est peut-être un peu fort, mais médiocre, mais qui a su profiter de chaque micro-occasion pour pouvoir d'un réalisme extraordinaire. C'est-à-dire que les matchs où c'était plié à la mi-temps, limite, ils pliaient les goals. Les matchs où ils pouvaient faire quelque chose, ils lâchaient pas l'affaire et ils ont été jusqu'au bout. Ça montre quelque chose dans cet esprit d'équipe. Après, c'est limité. Le truc, c'est que même quand ils avaient 100, il y avait 100%, ils étaient capables de sortir le 101% pour gagner ces 8 matchs. Je pense que c'est une équipe à suivre. Je suis d'accord avec Seb, la confirmation va être très dure. On avait dit la même chose l'année d'avant. Je reste confiant. Je pense qu'eux, ils ont une direction et ils savent en tant qu'équipe ce qu'ils sont capables de faire. Et s'ils récupèrent des joueurs qui sont dans la même philosophie, petit à petit, étape par étape, ça peut être très correct. Tu sais que Tyreek Hill fait partie enfin, les Panthers font partie des équipes, des landing spots possibles pour Tyreek Hill, qui a été libéré par les Dolphins. Certains disent que ça pourrait être un bon fit pour compléter Macmillan dans le genre de receveur. Alors après, il y a des pistes plus chaudes, hein, je pense aux Chiefs, je pense aux Chargers notamment, mais ça fait partie des pistes éventuellement pour Tyreek Hill. Pour aller voir ses enfants. Hein. Oui, il va pouvoir repeupler toute la Caroline avec ça. Mon Vince. J'ai mis un 8, de très belles promesses pourvu que ça dure. Je suis franchement très satisfait de cette saison. On a vu de belles choses. Oui, c'est un champion qui reste en négatif, donc c'est difficile à noter, comme l'a dit Seb. Pour autant, il partait vraiment de très loin. On se souvient de ces 2 dernières saisons. Enfin, encore la saison dernière, ça allait, mais alors celle d'avant, c'était catastrophique. Et là, on arrive à voir un petit schéma de jeu, un plan de jeu qui se met en place. On voit que c'est travaillé, que c'est réfléchi, qu'on va dans une direction et qu'on s'y tient et qu'on ne change pas tous les 4 matins. Et ça fait plaisir. C'est une équipe qui est structurée, qui en a pris le temps pour monter, et c'est bien, enfin, de voir le travail qui paye. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup.
Quid effectivement de Bryce Young. Bryce Young a montré quand même de très belles choses. Il a montré beaucoup de fluctuance, dirons-nous, Fluctuance. Oui, il a été très fluctuant. C'est-à-dire qu'il n'a pas été constant du tout. Oui, il n'a pas été constant. Écoute, j'ai pas dit de bêtises sur le premier podcast, et ben j'en dis plusieurs sur celui-ci. Et alors, ça vous pose un problème ou pas? Non, mais c'est fou ça. Absolument pas, c'est ta marque de fabrique. Mais bien sûr, merci. Non, il n'a pas été constant. Il y a eu quelques moments d'absence et quelques moments on a l'impression qu'il pouvait faire lancer la balle n'importe où, ça atterrissait dans les mains de ses receveurs. Donc, il va falloir un peu plus de constance pour lui tout au long des saisons constance, à venir. avec fluctuance. Et on va pouvoir aller vers un petit peu mieux pour les Panthers. J'ai l'impression que la franchise est en train de sortir la tête de l'eau, qu'elle revenait de ses cendres, qu'on arrive à faire revenir un peu, qu'elle renaît de ses cendres, qu'on arrive à refaire venir les supporters au stade, chose qui, il y a 3 ans, était très compliquée à voir. Donc, non, c'est plutôt bien construit. J'attends de voir un peu la suite. La division, l'année prochaine, risque d'être un petit peu plus serrée, surtout, en tout cas, dans les prévisions au départ de saison. On va beaucoup attendre des Bucks qui reprennent un peu le dessus. On va attendre que les Panthers règnent en maître maintenant sur cette division. Quid des Saints. Moi, je vais juste noter quelques petites choses quand même, parce que on parle des 9 défaites des Panthers. Alors oui, il y a les 2 défaites contre les Saints qui font un peu tâche, qui sont dommageables, surtout celles à domicile. Mais sinon... Pardon, ils font tâche. Remettre-moi des tâches, tiens. Après, ils perdent contre les Cards aussi à domicile. Celle-là, elle fait vraiment tâche. Mais sinon, ils perdent contre les Jags, les Pats, les Bills. Donc, je disais, ils perdent contre les Jags, les Pats, les Bills. Ils perdent contre les Niners. Ils perdent contre les Seahawks. Ça fait quand même des défaites contre des grosses franchises. Et ils gagnent contre les Rams. Oui, ils gagnent contre les Rams, mais je veux dire, ils perdent quand même au moins 5 ou 6 matchs contre des très grosses franchises. C'est pas négligeable non plus. Oui. Et donc, fluctuance, pour en revenir là, c'est entre fluctuation et flatulence, du coup. Ouais, c'est ça. C'est une fluctuation due à une mauvaise digestion, quoi. D'accord, très bien. C'était juste pour connaître ta définition. Dans le petit Vince illustré, on pourra sortir l'édition 2026 prochainement. On vous la dédicacera. Enfin bon, c'est... Avec les pieds. Il y aura la définition de food job, de fluctuance. La lettre F sera fournie. Alors, food job, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui aient besoin de la définition, mais c'est ça qui me fait peur, justement. Les amis, tiens, j'ai un petit quiz. Vous voulez un petit quiz? J'ai les codes, parce que vous savez que The Playoff est branché Paris Sportif. J'ai les codes des bookmakers pour la saison prochaine, pour la NFC Sud. Quelle est, selon vous, l'équipe qui est classée dernière comme ayant le moins de chances d'être championne? Les Carolina Panthers. Carolina, ouais. Les Carolina Panthers qui sont cotés à 5. Les Falcons, juste devant, sont à 4,75. Les Saints sont à 4. Et les Buccaneers sont à 2,50. Voilà. Donc, techniquement, ils mettent Buccaneers, Saints, Falcons et Panthers dans cet ordre-là pour la saison prochaine. Alors, c'est quand même assez surprenant d'avoir un champion qui est à 5. C'est un PEL. Oui, voilà, c'est quand même un champion à 5 pour garder son titre. Ça ne doit pas être dans toutes les divisions. Je le dis tout de suite. Mais bon, la NFC Sud est tellement est-ce que c'est pas le quarterback le plus expérimenté qui fait que soit les Buccaneers? Ouais. Peut-être. Ou alors c'est qu'ils considèrent que cette saison, voilà, on les attendait et que finalement ils ont déçu et que l'an prochain ils reviendront à leur niveau attendu, quoi. Après, si par exemple Mike Evans vient à s'en aller, je prends de la politique fiction, mais si Mike Evans vient à s'en aller et Tyreek Hill arrive chez les Panthers, les codes vont peut-être légèrement bouger, tu vois. Après, quand tu es les Bucks, que tu sors d'une saison décevante, que tu décides de ne rien changer, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, très franchement? Mais on verra. Mais ça, ce sera l'objet de la preview de la division que l'on fera au mois d'août. Les amis, merci beaucoup pour ce nouveau podcast pour cette NFC Sud. La semaine prochaine, on va mettre le cap au nord, cette fois, avec la FC Nord et la NFC Nord.
On parlera donc de toutes ces équipes. Là aussi, la FC Nord, ça a été plutôt surprenant. La saison dernière, c'est parti un petit peu dans tous les sens avec les Ravens, avec les Steelers, avec les Bengals, avec leur défense qui devait les amener au Super Bowl, rappelons-le. Bref, on parlera de tout ça dans le podcast de mercredi prochain. Merci mon Seb d'avoir été là. Merci mon Vince. On vous dit merci à tous de nous avoir écoutés. Très bon week-end et à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bye.